Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le salon tactique spécial tournoi Destination. On est au lendemain de cette belle victoire, de cette large victoire, même 42-27 de l'équipe de France à Dublin contre l'Irlande. On va en parler dans le détail, revenir tout analyser durant une heure, pas plus. Le casting habituel, vous le connaissez, Jean-Baptiste Elissal au centre de l'écran, notre consultant. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Bonjour à tous, plutôt bien, j'ai vu un bon match de rugby encore, une équipe qui progresse et qui performe, à défaut de surperformer même, puisqu'il fallait aller se les taper, les Irlandais là-bas. Et voilà, dans la logique et dans la continuité de ce qu'ils font depuis le mois de la fin du tournoi l'année dernière et depuis le mois de novembre, une progression qui les amène à tutoyer un rugby qui me plaît beaucoup. À tes côtés sur l'écran, Alexandre Bardot, journaliste de la rédaction de l'équipe. Alex, tu t'es régalé, non? Ouais, il y a un truc qui s'appelle l'enchantement. Ben voilà, c'était ça. De A à Z, même ça a commencé avant le match, l'enchantement à Dublin, parce que c'est Dublin sous le soleil, avec des gens heureux, et puis des hymnes magnifiques et des chansons. Et puis après, un match qui était un concentré d'émotions et un plaisir de voir la dimension que peut prendre le rugby à ce niveau-là aujourd'hui. C'était impressionnant. Et on avait envie que ça continue en fait. Ouais, il reste encore un match pour se régaler la semaine prochaine contre l'Écosse. Ce sera la dernière journée du tournoi. Messieurs, qui dit gros match, grosse victoire, dit gros budget. Attention, Alexandre Bardot nous a préparé un visuel de toute beauté. Ah ouais. Même les Américains, ils seraient jaloux, quoi. Attention, préparez-vous. Alex va le lancer. Je vais le mettre en image On a grâce à vu la que tu avais eu du télécommande mal à magique. retenir, t'as eu du Mm, mal à retenir la semaine dernière mm, ouais, le voilà. programme. Du coup, on Comme... a fait un magnifique Ah, programme comme ça. Regarde, quatre comme ça, thèmes. tu peux avoir Attention. quatre thèmes. Voilà. Ah, attention, il manque juste le chrono à côté, c'est parfait. Le fait, d'abord, l'animation, la puissance, la technique, des avants XXL. On va détailler le rôle des gros et des moins gros du pack de cette équipe de France. La question, donc, que tout le monde s'oppose depuis hier, on en parle beaucoup évidemment. Dupont, faute ou pas faute sur Antoine Dupont. On rappelle qu'il ne jouera pas pendant de nombreux mois puisque la rupture des ligaments croisés a été confirmée, il a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le Zoom, comment les Bleus ont resserré la défense. On avait parlé des errements défensifs contre l'Angleterre et l'Italie. Cette fois, ça s'est mieux passé contre une équipe encore plus forte. Et la palette à Alex ou la palette à Dobar, appelez ça comme vous voulez. Le premier essai français, des erreurs bien exploitées. On va vous expliquer ça en détail. Attention, c'est parti, je remets Je les trois reviens à écrans. toi. Alex, reviens parmi nous. Tout simplement, pourquoi nous parler des avants alors que c'est pas le secteur que tu maîtrises le plus dans le rugby quand même international? Non, parce que je lance le sujet, Jean-Bas, parce que ils ont été omniprésents hier, qu'ils sont globalement omniprésents dans le jeu de l'équipe de France depuis et ça a été accentué depuis quelques mois maintenant, surtout depuis la tournée de novembre, et il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce qu'ils réalisent, c'est-à-dire qu'il y a un cocktail de puissance, une puissance vraiment, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'équivalent aujourd'hui dans le monde. Mais il y a aussi une finesse avec des joueurs extrêmement techniques et beaucoup de joueurs techniques dans cette équipe-là. Et puis il y a des animations. euh, et notamment une nouvelle animation, des animations qui utilisent très bien tout ce cocktail de qualité-là. Et il y a une nouvelle animation qui est apparue en Italie, dont on a un peu parlé la semaine dernière. Cette nouvelle animation, on va y revenir tout à l'heure, mais et en fait, c'est une deuxième, c'est une nouvelle nouveauté, parce qu'il y avait déjà eu ce jeu en tank qu'on avait vu arriver en novembre, et là, il y a un nouveau système qui est arrivé, une nouvelle animation que les Français utilisent très très bien, qui apporte beaucoup de variété et de richesse au jeu français. On va détailler ça tout à l'heure. Peut-être pour commencer, on va revenir sur une des actions marquantes de cette Irlande-France, c'est l'essai hop là, alors attendez, Voilà, il y a un bug. attention, c'est la magie du direct, les Américains, ils Voilà, savent pas tout ouais, faire non plus. je vais On va remettre les m'y trois écrans, reprendre. comme ça, voilà, Voilà, attention, on va y aller on se lance doucement. tranquillement. Voilà. Mm, On va mm. revenir donc, je disais, sur une séquence marquante. C'est celle du premier essai de la deuxième mi-temps. L'Irlande mène 13-8 à ce moment-là. Et là, en fait, en une minute à peu près, on va voir tout le cocktail de qualité que peut exprimer le pack de l'équipe de France. Ça part d'une touche. On va passer assez vite. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est juste histoire de lancer le sujet. Mais il y a un maul qui va se former. Ce maul va avancer sur 5-6 mètres.
Puis, après Small, il va y avoir un premier jeu en tank, avec donc ces avants qui viennent à hauteur du numéro 9, lancé avec le 9 qui porte un tout petit peu le ballon, même si là, Lucu le fait moins qu'Antoine Dupont. Et ça va permettre à Boudéan d'avancer, de rentrer dans la défense. Puis ensuite, le jeu dans le sens va continuer avec Aldrit qui va même aller jusque dans le couloir des 15 mètres pour jouer dans le sens et continuer à avancer. On voit que la défense irlandaise est déjà sur les talons. Van der Fier ne monte plus. Van der Fier, il a le casque rouge et il ne monte plus. Le jeu va être renversé et là, jeu devant la défense avec Guillard qui fait passe dans le dos vers Tamac. Il va y avoir un nouveau jeu devant la défense avec Movaka qui va faire une passe en pivot un peu acrobatique. Et on va arriver à ce rug derrière lequel Jean-Baptiste Gros ramasse le ballon. Et là, on passe sur du jeu en black. Donc ça, c'est une stratégie qui est ancienne maintenant, un jeu très axial où on ramasse les ballons derrière les rucks. Et il va finir ce jeu en blague de manière magnifique avec du jeu debout, c'est-à-dire des passes en étant plaquées. Derrière, il y aura l'essai de Paul Boudéan. Cette action, elle concentre, voilà, elle dure à peu près une minute. Il y a 6 avants français qui touchent le ballon. Il n'y en a que 2 qui ne le touchent pas, c'est Cross et Antonio. Et elle démontre à la fois la capacité des Bleus, des avants français à faire beaucoup de choses avec de la puissance, de la dextérité, mais aussi à passer d'un système à un autre dans la même action avec intelligence et justesse. Jean-Baptiste, pour toi, tu disais que c'était l'action la mieux construite pour toi de tout le match, enfin, la plus aboutie, on va dire, collectivement. Ouais, c'est celle qui a le plus de sens dans ce qu'on perçoit depuis quelques mois maintenant. On avait commencé à percevoir les avances positionnées après le 9 en sortie de couloir. Après, on les a vus se positionner autour du 9 au milieu du terrain pour jouer donc autour d'Antoine Dupont. Et puis, on les avait vus il y a un an, jour pour jour, commencer à travailler ce jeu en black, c'est-à-dire sans passe, en ramassant les ballons, en essayant de se les donner debout, notamment autour des Toulousains qui le maîtrisent bien. Et, euh, et dans cette action, si tu rajoutes, donc on n'en parle pas ce soir, mais le dézonage des trois quarts qui l'ont fait tous en même temps sur la troisième passe avec des surnombres et qui rebasculent de l'autre côté, et bien tu t'aperçois qu'on est très difficile à défendre. On est peu lisible puisqu'on peut utiliser toutes les zones du terrain et toutes nos options. Et on est très nombreux, c'est-à-dire qu'on y viendra tout à l'heure, mais c'est pas pour rien qu'on est 15 avant sur la feuille de match. On s'en aperçoit bien. Et on a, je dirais, deux équipes en une. Une équipe un peu plus destructrice au début du match, quand tout le monde est frais, avec 3 Toulousains et 5, on dirait, comme cosmopolites de clubs différents. Des Rochelais très puissants, très costauds, qui sont dans. Voilà. Et en deuxième mi-temps, hormis Boudéan, il y a 7 Toulousains devant qui ont l'habitude de pratiquer ce jeu-là, qui jouent sur des mecs un peu plus fatigués. Et pour vous donner un exemple, on parle des avants, mais Meafou, qu'on pourrait parler comme un destructeur, sur 11 ballons touchés, que j'ai compté, 11 ballons de jeu à la main dans le jeu courant, je ne compte pas les touches, etc. 11 ballons, il a tabassé les mecs 6 fois de front, il les a mis sur le cul en plus, et par contre 5 fois, il a joué ou devant la défense ou dans la défense. C'est-à-dire que les mecs se sont fixés sur lui, parce que tu as un mec de 140 kilos qui arrive, forcément, eh ben, ça se resserre autour de lui, et il a libéré les espaces pour les autres. Et je pense que ce jeu-là, très axial, tourné autour d'une bille mêlée, fait qu'avec leur qualité athlétique, leur dextérité de main, fait qu'on va être très très compliqué à défendre et on s'aperçoit que même des joueurs qui n'avaient pas trop l'habitude de le faire, j'ai vu Aldrit jouer entre guillemets comme un second 10 sur des petites cellules, faire la passe en plus. J'ai vu Gros prendre du plaisir à le faire alors qu'on le voit très rarement en club faire ça. Et pour preuve, c'est qu'on est à, tu m'as dit, 13 ou 14 offloads, rien que pour les avants. Et ça prouve qu'on a Non. totalement confiance en ce sujet-là et totalement confiance en nos partenaires. Il n'y a pas autant de offload, mais par contre, il y a une période, la meilleure période de l'équipe de France dans le match, c'est de la 45e offensivement. La 45e à la 65e, c'est le moment où ça passe de 13-8 à 13-35 pour l'équipe de France. Il y a 18 passes d'avant.
donc 14 de la part des Toulousains qui sont rentrés en jeu, et c'est Aldeguerri, c'est Meafou, c'est Baye et c'est Marchand. Ce moment est un moment de bascule parce que vraiment la vitesse mise par la vitesse et la puissance mise par les entrants notamment fait que les Irlandais, soit ils courent après le ballon, soit ils prennent des gros reculs dans les impacts. Fabien Galtier disait hier en conférence de presse, on touche quelque chose, on va rester humble, mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, les équipes n'arrivent pas à défendre face à nous. Elles n'arrivent pas à trouver, voilà, grosso modo. Jean-Bas, est-ce que toi, tu penses, enfin, tu as d'autres exemples de lignes d'avant aussi performantes, avec autant d'armes, que ce soit là aujourd'hui au niveau international ou dans l'histoire de l'équipe de France, l'histoire récente ou... Au niveau international, non, l'Afrique du Sud est très frontale, les All Blacks, les Irlandais, les Australiens, c'est très systémique. C'est des répétitions de systèmes, de replacement sans ballon en zone, comme on dit, dans la profondeur du terrain, pas forcément dans le déplacement. Aujourd'hui, on est un peu novateur. On revient à un rugby que pratique, et c'est pas pour rien qu'il y a autant de joueurs de Toulouse qui sont notamment dans le coaching, dans la deuxième partie dans les finisseurs. C'est qu'on revient à ce rugby où on privilégie le sens, que ce soit les avants et les trois quarts. Mais pour se mouvoir comme ça, il faut qu'on ait beaucoup d'essence dans le moteur. Et c'est pour ça que le coaching de, de Fabien Galtier et de son staff, en prenant 7 avant remplaçants, prend tout son sens. C'est que on sait très bien que les mecs là, les premiers ont 48 minutes 45 minutes à tenir, en gros, et que vont prendre le relais 7 ou 6 autres mecs en attendant voilà, que ça se passe. Et quand on arrive à bien manipuler ce ballon, à en avoir le contrôle et à avoir cette légèreté entre guillemets, de se dire de toute façon mon soutien est là, il y a du monde autour de moi, ce n'est plus un risque que de se passer le ballon dans le contact, ou devant le contact, ou en passant par le sol. Et bien, on en vient à des séquences qui ont été hyper bien maîtrisées et qui sont très difficiles à défendre. Mais pour revenir à ta question, dans le monde du rugby aujourd'hui au niveau international, je vois pas d'équipe jouer ce style de rugby-là. Et Jean-Baptiste, une question bête, c'est est-ce que on fait ce rugby-là parce que c'est le style de jeu prôné par Fabien Galtier et Patrick Arletaz, ou tu le fais parce que tu as tes joueurs là qui imposent de faire ce style-là, justement? Certainement un peu des deux, puis un peu d'adaptation aux nouvelles règles qui privilégient l'équipe attaquante, certainement, et surtout parce que, comme on dit, c'est quels joueurs on dispose, quel jeu on joue. Là, ils ont la chance de les choisir, eux. Et je pense que il n'y a rien d'anodin, enfin tout est pensé. J'y réfléchissais encore cet après-midi à Aldrit, Boudehand, Antonio, Gros euh, et Guillard. Ce sont des joueurs qui sont plutôt dans le frontal dans leur club, qui sont pas là pour jouer debout et qui vont attaquer l'adversaire par la puissance physique. Et voilà, ça use, ça fatigue. Et en deuxième mi-temps, je le répète, quand tu fais rentrer 6 Toulousains, que tu en as 7 sur le terrain devant, et bien ces garçons-là, en plus de la puissance, ils ont aussi les mains pour jouer toutes les formes de rugby. Et ça prend tout son sens, sachant qu'on a des demi-mêlées maintenant, puisque Antoine n'est plus là, on en parlera tout à l'heure. Euh, En France, qu'on l'a main mise sur le jeu depuis, c'est ancestral, depuis Fauroux, Berbizier, Galtier, etc. Donc c'est notre culture et quand tu as autant de solutions autour de toi quand tu es demi-mêlée, tu t'y régales quoi. Et on y viendra tout à l'heure, mais c'est pour moi ça correspond tout à fait à ce qu'est notre rugby aujourd'hui avec ces joueurs-là. Et les 4 premières années de Fabien en dépossession ont été plutôt bonnes aussi. Il y a eu aussi des résultats. Et c'était aussi, entre guillemets, un peu novateur. C'était bizarre de voir les Français jouer comme ça, mais on était à fond là-dedans et ça fonctionnait. Et je pense qu'au fur et à mesure des années d'expérience collective, eh ben, on va devenir, entre guillemets, caméléon. C'est-à-dire qu'on pourra subir comme on a subi en défense contre les All Blacks au mois de novembre, être au bord de la rupture, mais les fracasser en contre. On pourra être très présent comme on l'a été là contre l'Italie, l'Irlande,
dans la possession et dans l'exploitation des ballons. Et puis on pourra être un jour, parce que le temps, parce que l'équipe en face, le, le, le prône, entre guillemets, être sur la dépossession et aller reconquérir des ballons. Mais là, il va falloir travailler sur les ballons. Concernant les avants, il y a donc une chose qui est vraiment très intéressante, c'est le fait qu'aujourd'hui, les animations autour des avants sont de plus en plus nombreuses. Il y en avait une au départ avec le jeu en black, on va dire, grosso modo, puis le jeu en tank est arrivé. Et là, depuis 2 matchs, on voit quelque chose de nouveau. On va montrer en quoi ça consiste précisément avec cette séquence du début du match. C'est une des premières possessions françaises dans le camp irlandais, je pense. Et Jean-Bas, je te laisse présenter la chose. On avait pris pour habitude, et on le voit dans beaucoup et même les Irlandais le font, dans beaucoup d'équipes aujourd'hui au niveau international ou même national, des cellules à 3 joueurs. C'est-à-dire, là, ça aurait été Guillard, Flamand et Aldrit. En touchant le joueur du milieu, on se donne 2 options. La remise intérieure, mais qui est euh, assez compliquée parce que si on se fait plaquer, on perd le soutien. La petite passe à l'extérieur pour Aldrit ou alors garder le ballon Flamand. Et aujourd'hui, l'équipe de France, en rajoutant un joueur, voire même 2 joueurs, on a vu des fois des cellules à 5 de ses avances, se donne beaucoup de possibilités. Et là, on voit sur l'écran que l'équipe de France, en se plaçant comme ça, à peu près à 3 mètres les uns des autres, joue un 4 contre 3, c'est-à-dire Guillard, Flamand, Aldrit, Gros, face au mec à la croix, le mec qui vient défendre sur Flamand, et celui d'après, je crois que c'est Doris. Oui. Donc ça donne, et c'est là où je te posais la question, Jeff, mon bluff, c'est un 4 contre 3 ou alors 3-2 contre 1. Parce comme on est un de Ouais, plus, je réfléchis mais encore. c'est la vérité. Donc le 2 contre 1, c'est Flamand qui remet à Guillard à gauche, Flamand qui met à Aldrit dans l'intervalle, ou Aldrit qui met à Gros, etc. Et c'est ce qui va se passer sur cette action. C'est-à-dire que en ayant un nombre plus important de joueurs, on pose plus de questions à la défense. La défense doit faire des choix. Elle est souvent sur les talons. Elle peut faire les mauvais choix. Et avec les mains qu'on rajoute à nos joueurs, la Flamand et Aldrit sur ce coup-là, qui font 2 passes quasiment sur un pas, et bien on va les gagner. Le premier défenseur, c'est-à-dire le rapide, on va le voir sur l'action d'après, sur l'image d'après. Voilà. Et Donc Aki qui Flamand va va venir. transmettre à Aldrit. Aldrit qui au départ a un axe de course plutôt vers l'intérieur, on va dire, vers sa gauche. Ça attire les 2 défenseurs, qu'on voit avec les flèches là. Au moment où il reçoit le ballon, il change légèrement de direction. Il attaque l'extérieur de Kaylan Doris qui est en face de lui. Et ça attire aussi Aki à lui. Il va lui-même faire une petite passe en plus. Hein. Jean-Baptiste, dis-moi si tu veux commenter quelque chose sur cette capture-là. Non, non, c'est exactement ça. Et il va lâcher le ballon dans le bon timing. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient avec la bonne vitesse en plus. Parce que s'il va trop vite, il va s'empaler dans la défense. Il n'a pas le temps de faire une passe. Là, il va avec la bonne vitesse. Ça lui laisse le temps pour à la fois menacer et lire la situation. Et il va faire une petite passe en plus. On voit que Haki s'est un peu consommé sur Aldrit. Et Gros, du coup, a un espace. Il a 2-3 mètres dans lequel il va pouvoir rentrer. Et il va avancer de 2-3 mètres à peu près, grosso modo. Ouais, J'en bats. alors c'est pas l'avancée qui est conséquente sur ce moment-là, mais c'est que on a battu quasiment 6 joueurs autour de 5, Ruck ouais. pour nous. Hmm. Ouais, on utilisait 4. On a pris des épaules faibles et on commence à prendre des rapides, hein. On commence à prendre acquis, le troisième ligne. Ça veut dire que sur le temps d'après, la défense est à reculons, qu'elle doit circuler autour du ruck s'il y a ruck, mais maintenant on est même capable de jouer debout dans les intervalles. Et la personne qu'on oublie dans cette cellule, si tu peux revenir sur celle d'avant, la photo d'avant, c'est qu'on a toujours un bridger derrière. Ce qu'on appelle un bridger, c'est en l'occurrence c'est Moefana, mais c'est souvent le numéro 10 que vous voyez dans ces positions-là. C'est un garçon qui est capable aussi de recevoir le ballon, soit de Flamand, soit d'Aldrit à ce moment-là. Et vous imaginez bien que pour Aki et Doris, après avoir défendu un 4 contre 3, Aki vient se rajouter là, et là ils défendent un 3 contre 2. Et ça crée toujours beaucoup d'incertitudes, peu de lisibilité pour la défense, et c'est là qu'on arrive à casser des épaules et à jouer les intervalles. En fait, ce que cherche à faire l'équipe de France aujourd'hui, c'est euh, pas elle aller dans les intervalles, c'est par son positionnement trouver des intervalles et c'est les défenseurs qui viennent se fixer sur eux, ils arrivent à déplacer le ballon. Et c'est exactement ce qui se passe avec Aki, il vient se fixer à un endroit et le ballon part de l'autre côté, et il est pris alors que c'est un des très bons défenseurs au monde.
on va voir l'utilisation du bridger là, puisque avec la même organisation quasiment, on va voir une autre manière de sortir de de cette situation. Là, donc, Meafou a le ballon, on est en deuxième mi-temps. À sa gauche, on retrouve Flamand. À sa droite, ça doit être. Bon, là, c'est Gégou Oudouin. qui est centre à ce moment-là, mais qui joue comme s'il était avant. On voit Baye et Marchand qui sont à l'extérieur. Donc là, on a une ligne de 5, on va dire. Et dans le dos de Meafou, il y a le bridger Tamac, plus deux joueurs en train de dézonner qui sont Ramos et Bielbiaré. Meafou lit très bien la situation parce que l'espace, il est pas en face de lui, il est couloir droit là-bas. On voit qu'il y a beaucoup d'espace. Et donc, il va passer dans le dos pour Tamac. Derrière, ça ne sera pas excellemment joué par Ramos, qui va peut-être un peu se laisser enfermer dans l'espace. Mais en tout cas, c'est une énorme occasion d'essai. Et là, on voit toute la palette en fait qu'offre à la fois cette animation, la puissance des joueurs français qui fixent des défenseurs en face, et puis leur capacité à faire des passes dans à peu près toutes les situations. Ouais, Messieurs, peut-être qu'on va passer au deuxième thème. On n'aura pas tardé à passer au deuxième Ouais. thème. Vous m'avez dit que je pouvais intervenir rapidement très pour vous bien, monsieur couper. l'arbitre. Je suis un peu maître de cérémonie. Question rapide, Jean-Bas. Oui, non. Tu gardes le 7-1 contre l'Écosse? Au vu Sachant des qu'Antoine, on carences va en qu'on parler, a, Dupont est blessé. au vu des carences qu'on a à certains postes, parce que donc on a parlé de mobilité, je pense qu'on a tout intérêt dans les prochains mois et les prochaines années à trouver une parade à nos piliers droits, à Winnie et à Aldeguiri, à Winnie Antonio et Aldeguiri. Il faut préparer Tata parce qu'on a besoin d'essence. Et si on veut revenir à un 6-2, entre guillemets, ou même un 5-3, il nous faut des avants encore plus mobiles et qui travaillent encore plus. Donc, c'est possible qu'on fasse le même topo la semaine prochaine, mais c'est aussi possible qu'on revienne à 6-2 au vu des blessures de Barassi peut-être et de Dupont. Ouais, tu sais pas trop en fait. La Non, question. je tape en touche. Non, non, mais c'est vrai. Personne ne sait encore. La question, Dupont, Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de mêlée, qui sort à la 29e minute, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a une faute ou pas faute de Burn, l'Irlandais? On rappelle qu'Antoine Dupont ne jouera pas pendant de nombreux mois. C'est pas ça qui est dit qu'il y a faute ou pas faute. Mais après match, il y a des interprétations très différentes. Dans le clan irlandais, le staff irlandais, il parle tout simplement d'un incident de jeu. Rien pour l'arbitre, Angus Gardner, qui n'a pas sorti de carton, qui a revu les images et ce qu'il a dit à Grégory Aldrit. Rien pour le comité C'est son des arbitre vidéo tournois qui de les a vus. destination. Ouais, exactement. Parce que ça n'a pas été rediffusé sur l'écran géant du stade, c'est l'arbitre vidéo. Ouais. Rien pour le comité du tournoi de destination, parce qu'il n'y a pas de citation pour ces joueurs-là. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui, malgré la volonté française que ces joueurs-là soient cités. On pense qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient concernés irlandais. Et en France, même là aussi, il y a des interprétations très différentes. Hier, j'ai eu Alexandre Ruiz, que tu connais très bien, Jean-Bas, l'ancien arbitre international, qui est désormais manager de Soyons Angoulême en Pro D2, qui pour lui disait, pour moi, c'est carton rouge, c'est un acte de jeu déloyal. Vraiment, il fallait le sanctionner au moins jaune, mais pour moi, c'est rouge. Selon toi, Jean-Bas, qu'est-ce qu'il en est? Je t'avoue que j'ai revu, Alex m'a posé la question, j'ai eu la chance de le regarder au calme, sorti de la douleur et de l'image qu'on a vue d'Antoine. Et je l'ai vu de deux vues. Si on se met du côté français, c'est-à-dire que la caméra posée derrière celle du sol qui filme, où on voit beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs, qui nous arrange, on peut penser qu'il y a faute. Il n'y a pas forcément l'intentionnalité parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de choses et que ça mérite une sanction. Mais quand on le voit du côté irlandais, avec l'autre caméra qui est prise un peu plus dans le coin, avec un peu plus dans l'air, on voit que Burn là attaque le ruck vraiment dans l'axe, attaque l'épaule, qu'il a son bras droit qui est relevé, qu'il est parti pour faire un déblayage somme toute normal, et qu'au moment d'attaquer Antoine, Antoine a quelques centimètres de recul, enlève son bras, lui du coup ne maîtrise pas son corps. Et en plus, c'est accentué par le fait que Porter arrive derrière lui et tombe sur la jambe d'Antoine, qui malheureusement, son pied est bloqué sous le numéro 3 par terre. Et de ce côté-là, j'ai du mal à le sanctionner, parce que c'est des accidents de jeu. Alors, euh, donc on peut passer d'un rouge sec à rien comme il s'est passé là, en passant par un jaune, et même les arbitres français, tu as cité Alex, mais il a un collègue à lui dans son staff qui est arbitre aussi, Monsieur Cardona, qui n'avait pas le même avis. Et s'il y a tout ce,
ce pataquès, c'est parce que c'est Antoine Dupont. Peut-être que si ça avait été un autre joueur, bon, on en aurait un peu moins parlé. Là, ça prend des proportions incroyables. Je pense que il faut qu'on arrête la psychose anglo-saxonne de dire on est désavantagé, les commissions, enfin, j'ai du mal avec ça. Je pense que l'arbitre vidéo, Antoine est resté près de 1 minute 40 par terre. Je pense il a le temps de le regarder 10 fois sous tous les angles. Et s'il bip pas, faut dire que ces mecs sont professionnels, qui sont notés, qui jouent des matchs internationaux, des tournées. Il y a les Lions, c'est des arbitres, et voilà, c'est des mecs de haut niveau aussi. Ils peuvent pas se permettre de cacher des gestes comme ça, si tant est qu'il voilà, il y ait faute. Donc moi j'étais un peu sur le moment à dire non, pour moi c'est un accident. Peut-être que c'est un accident qui aurait valu un carton parce qu'il ne maîtrise pas son geste, il tombe vers l'avant pour X raisons. Mais dans les observables des arbitres, et j'ai lu ce qu'a dit Alex, on en a beaucoup discuté quand on travaillait ensemble, ils ont une chaîne de choses qui les font arriver à prendre une décision. Sauf que dans sa première chaîne, il y a Guillard qui traîne dans le plaquage. Bird, quand il arrive, il évite un peu Guillard et il est un peu déséquilibré déjà par le fait que Guillard ne sorte pas de la zone et aurait pu être sanctionné donc d'une pénalité. Donc vous voyez, on peut le prendre dans tous les sens et par tous les niveaux. Il suffit qu'il manque une petite pièce au domino dans les observables des arbitres et la sanction peut passer de rouge à rien du tout. Voilà, c'est des situations compliquées. C'est compliqué pour Antoine, c'est compliqué pour l'équipe de France. Ça va être très compliqué pour le Stade Toulousain, mais voilà, je pense que l'équipe s'en sortira et on a vu la performance de Loukou. L'équipe s'en sortira encore plus forte si elle arrive à surpasser le manque d'Antoine. Alex, on en parle beaucoup parce que dans la semaine déjà, il y a eu des propos notamment de Fabien Galtier sur l'arbitrage, qui avait mis un peu la pression sur l'arbitrage. Et les supporters français, évidemment plein de chauvinisme, vont dire que c'est encore la preuve que les Français dérangent, que les anglo-saxons, les Britanniques sont traités différemment. Oui, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces considérations-là, même si parfois ça a pu exister, ce genre de choses-là. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce moment, cette séquence, intéressant n'est pas le bon mot, mais parce qu'on est tous un peu tristes pour Antoine Dupont, parce que de voir ce joueur-là évoluer, c'est une chance et un plaisir. Et là, il va être sur la touche pendant un petit bout de temps. Et quand il reviendra, on ne sait pas si ce sera le même Antoine Dupont qu'aujourd'hui ou pas. À son âge, revenir d'un genou, c'est pas toujours évident. En tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la semaine passée, donc Fabien Galtier, en conférence de presse, a parlé de l'arbitrage dans les rucks, etc. Et dans le sous-texte qu'on a appris après coup, il y avait notamment des critiques vis-à-vis des attitudes des soutiens irlandais dans les rucks, plutôt dans les rucks défensifs, quand les Irlandais intervenaient en tant que défenseurs dans un ruck, où, grosso modo, le staff français avait noté que les Irlandais, quand ils rentraient dans un ruck, ils poussaient sur les soutiens, et puis au moment, je vais le faire avec ma main devant la caméra peut-être, au moment où ils poussaient dans le soutien, ils glissaient à un moment, ils changeaient leur axe de poussée, ils continuaient à pousser, ils tombaient du coup dans le camp adverse, et éventuellement ils tombaient sur un joueur adverse et donc en le mettant en danger. Et c'est finalement ce qui se passe là sur ce ruck-là. Et je pense que c'est aussi ce qui met en colère, au-delà de la blessure d'Antoine Dupont, c'est ce qui met en colère le staff de l'équipe de France qui se dit on avait vu le truc, grosso modo, on avait vu le truc, on a alerté, et en fait, voilà ce qui s'est passé à la fin. On perd notre meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, et c'est pas que l'équipe de France qui le perd, finalement, c'est le rugby mondial qui perd le joueur qui excite tout le monde. Et si on regarde un instant les images, on va voir qu'il y a quand même des choses qui posent problème. On va prendre une seule caméra, celle de derrière les Français, mais je vais essayer de ne pas être partial. Mais il y a des observables assez intéressants. Le premier, c'est que, donc Antoine Dupont, il est dans le petit rond rouge là. Le premier, c'est que Berne, quand il arrive dans le ruck, effectivement, son attitude, elle semble plutôt bonne là, puisque son bras est engagé. Comme s'il allait enserrer un des joueurs français dans le ruck. On rappelle que pour venir dans un ruck, en tant que soutien, il faut se lier, soit au moment de l'impact, soit juste avant l'impact, mais il faut se lier, c'est obligatoire. Là, il vient pour se lier. Mais un instant plus tard, on voit que là, c'est sa main. Donc, sa main, elle est refermée vers lui. Donc là, à ce moment-là, il ne se lie plus. Là, il y a faute. C'est-à-dire qu'il rentre avec l'épaule.
Donc ça, c'est une faute. Ça veut pas dire qu'il veut blesser Antoine Dupont, c'est pas du tout l'idée, hein. Moi, je sais pas si, je veux pas dire ça. En tout cas, il ferme le bras et il rentre avec l'épaule. Et on va voir sur la capture suivante que le- le- cette attitude, en fait, en quelque sorte, le fait qu'il n'en sert pas, ça fait qu'il perd assez vite l'équilibre. Et l'axe de son corps est quand même extrêmement penché à ce moment-là. Et son axe de corps est penché avant même que Porter, dont on voit les mains dans le rond jaune, là, avant même que Porter le touche, l'impact. Puisque derrière Porter va le toucher, et on a dit, oui, mais c'est le fait que Porter le touche qui fait que Bern tombe sur le genou de Dupont. Or là, il est déjà en train de tomber sur Dupont, dont on voit le genou là à droite. À ce moment-là, si Porter ne le pousse pas, peut-être qu'il ne tombe pas exactement sur le genou de Dupont, mais il va y avoir effectivement un effet mécanique derrière. Mais en tout cas, il est déjà mal embarqué, il n'est pas lié et son corps est en train de tomber. Et on rappelle que dans la règle, donc, on doit se lier et on ne doit pas tomber de tout son poids sur un adversaire. Et à la fin, c'est la dernière capture, celle-là, à la fin, en fait, ben, il va tomber de tout son poids sans avoir été lié, sans s'être lié. Et j'avoue que je suis quand même étonné qu'en fait, ça ne vaille pas au moins une pénalité, puisqu'il y a au moins une faute, peut-être une deuxième, il ne se lie pas. Il y a une deuxième faute, c'est qu'il tombe sur un adversaire. Par ailleurs, là, aujourd'hui, on botte en touche en disant non, il y a pas on ne donne pas de suite quoi, sur la citation. Sans rentrer dans le débat, il fait exprès, pas exprès, c'est pas du tout le truc. Quand on observe, il y a quand même des fautes. Alors après, ce qui est sûr, c'est que les rucks aujourd'hui, c'est un peu la loi de la jungle, qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup trop de choses, que quelque part on pourrait siffler sur chaque ruck, que ce soit en attaque ou en défense. Mais là, ça me semble une situation quand même qui est dangereuse, voilà, on a interdit les prises crocodiles, etc. Celle-là, cette situation est dangereuse et malheureusement, elle débouche sur la blessure du meilleur joueur du monde, peut-être d'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et c'est dommage. Et voilà, c'est tout. Jean-Bas, tu veux rajouter quelque chose? Tu m'as presque convaincu. Tu m'as presque convaincu. Non, mais il y a des fautes en tout cas. Euh, Enfin, il y a des fautes dans son action. ouais, je pense que pour avoir le juste milieu, l'arbitre aurait dû checker, avoir une discussion avec, pour que ça soit clair au moins pour tout le monde. C'est leur avis. Après, c'est entre guillemets au chef des arbitres de dire vous vous êtes trompés les mecs, c'est inadmissible. Vous êtes sanctionnés, vous faites pas sur ces observables. Et lui, écoutez juste son assesseur qui est dans le camion, qui l'a vu 4 5 fois et qui a dit non, pour moi, il n'y a rien. Voilà. Je pense qu'il aurait dû avoir la certitude, même s'il fait confiance et c'est une équipe aussi, je pense qu'il aurait dû avoir la certitude à ce moment-là, monsieur Garner, c'est ça? Gardner. Ouais. Ouais, il aurait dû et, et se dire bon ben j'assume avec mon collègue cette décision ou pas. Voilà. Mais ça touche Antoine, mais comme tu l'as dit, j'ai regardé Italie-Angleterre tout à l'heure. J'ai fait 5 focus sur les 5 rucks au moment où on en a parlé juste après. J'ai regardé 5 d'affilée. Et en effet, tu peux en siffler un paquet qui arrive avec le bras un peu bas, qui sont croche-patés, qui ont la tête un peu plus basse que les hanches, et quasiment à chaque ruck. Alors il va falloir se pencher là-dessus parce que c'est vrai que ça crée des blessures plutôt graves et que c'est dommageable pour, alors pas que pour oui, l'équipe de France ou Toulouse, mais pour tous les fans de rugby de ne pas voir Antoine ou de perdre un joueur comme ça sur une action comme ça. Ouais. La bonne nouvelle, entre guillemets, s'il y en a une, sur l'action après, c'est que Maxime Lecu a fait une entrée très intéressante. Maxime Lecu, qui l'année dernière avait débuté le tournoi, que ça s'était moins bien passé, Nolan Le Garec qui avait pris le relais. Maxime Lecu, c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, qui est toujours là, qui pas le joueur le plus médiatique, mais qui est très précieux. Jean-Baptiste, toi qui connais un peu ce poste, qu'est-ce que tu en as pensé de sa performance? C'est un garçon qui est rarement à 18, 19 ou 20 sur 20, mais qui est aussi très rarement à 13, 12, 11. Il se situe toujours entre 15 et 17. Et c'est très fiable pour des entraîneurs. Très bon jeu au pied, courageux en défense, 10 plaquages sur sa rentrée. Euh,
une longueur de jeu au pied qui égale celle d'Antoine, et on aura un petit slide de notre Je l'ai pas producteur gardé pour général. gagner du temps. Ah, mince. Donc, pour tout vous dire, Antoine est à 36 mètres à 36 mètres de longueur au jeu au pied trouvé sur ce match-là, et lui 36 mètres 5, c'est ça? Et Ouais, demi. c'est ça, en gain de Donc, terrain. voilà, en gain de terrain. Par coup de Donc, pied. voilà, c'est l'équivalent. Peut-être pas les deux pieds, comme Antoine, peut-être moins de gestes incroyables, comme les passes au pied, les chistera ou des trucs comme ça, mais quelqu'un de très fiable. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si on continue à avoir des avants comme ça, que ça soit Lucu ou Jeff Paturo à la mêlée, bon, peut-être pas, mais ça peut bien se passer. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que, si on veut positiver, c'est que des demi-mêlées, on en a. Je crois qu'on est la seule nation au monde encore où on peut être envié par beaucoup d'autres. C'est-à-dire que vous avez cité Le Garec, mais Couillou est meilleur marqueur d'essai dernièrement du Baptiste Sorin t'est championnat. rappelé. Baptiste Serin a un talent monstre et très doué et se régalerait dans ce rugby-là aussi avec des avants comme ça. Le Garec, et puis même on va pas aller jusqu'à Jono, puisqu'il faut il y a une place qui va se gagner, voilà, qui a un peu les, les- Caractéristique de l'image un Dupont. peu physiologique, voilà, les caractéristiques de Dupont. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que pour l'équipe de France, c'est que si on arrive pendant un an, à ce qu'Antoine, le temps qu'il revienne pour allez, on va dire pour le tournoi, à jouer avec d'autres mecs et à performer avec d'autres mecs, ça va créer une dynamique incroyable. Et c'est un peu ce qu'on voit, j'ai fait le lien un peu avec avec le PSG, c'est-à-dire qu'on a moins de stars, mais une dynamique collective et un jeu collectif qui est même meilleur que ce qu'il était avant. Voilà. Alors on remplace pas Antoine comme ça, mais D'ailleurs, Jean-Baptiste, d'un point de vue stratégique, l'ajout de ce jeu avec les cellules de 4 avant fait que le jeu pèse moins sur les épaules du numéro 9. Avant, avec le jeu en temps, ça tournait beaucoup autour d'Antoine Dupont parce que le 9 dans ce jeu-là doit porter un peu le ballon, ouvrir des intervalles, voire saisir lui-même les opportunités. Là, cette nouvelle animation répartit en quelque sorte mieux les rôles et on a vu que tout fonctionnait très bien, même sans Antoine Dupont. Et ça fait partie des choses encourageantes, on va dire, ou des nouvelles qui font penser que l'équipe de France oui, peut oui. bien s'en sortir sans Antoine Dupont. Ouais, ouais, il faut pas. Oui, c'est un coup dur, bien évidemment. Tu perds pas le meilleur joueur du monde sans rien. Mais j'ai passé des saisons quand je jouais ou quand j'entraînais à perdre des très bons joueurs, à voir Yannick Jauzion en tribune sur certains matchs, ou Clément Poitrenaud, Vincent Clerc pour une finale. Mais tu sais que derrière, il y a du monde et que, bien sûr que Lucu va pas faire du Dupont, mais il va faire du Lucu très bien. Et avec le monde qu'il a autour de lui, il peut faire du Lucu très 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 bien. Ou le Garec, ou voilà, peu importe. Et sincèrement, voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour Antoine, pour les amoureux du rugby, mais ça peut être aussi un facteur intéressant pour le jeu du 15 de France. Contre l'Écosse, je te rassure, Jean-Baptiste, c'est pas moi qui serai sur le terrain. Normalement, c'est Maxime Lecu qui devrait être encore là. C'est ce qu'on a appris. C'est bon, moi je serai en Bon. tribune à côté d'Alexandre. C'est rassuré. Non, mais c'est pour vous On va dire dire que c'est que une bonne quand nouvelle. tu as du matos comme ça autour, voilà, t'es pas Mm. obligé de porter le ballon, hein. Tu donnes un coup à Aldrit, un coup à Mm. Béafou, après tu as vu, ils se font des petites passes, toi tu arrives, rec à deux, tu le ramasses, hop, tu vois un trou. Allez, une fois par match, tu prends ton trou et ça suffira. Voilà. T'as même le temps de Ouais, fumer une on clope, je en pense. parlera. Ok, super, une boire un coup. Parfait. On va passer au troisième thème parce que ça ne peut rien dire. Le troisième thème, c'est sur le zoom. Voilà, on a appelé ça le zoom. Comment les Bleus se sont resserrés en défense, parce qu'on avait pointé des lacunes défensives contre l'Angleterre, même contre l'Italie. Ça avait été percé plusieurs fois au centre du terrain. Là, Alex, Jean-Baptiste, on a vu du mieux, surtout que l'opposition n'était pas la même contre l'Italie qui avait percé plusieurs fois. Là, ça a été plus solide de ce point de vue-là, non? Ouais, on avait parlé à la fin du match de l'Italie. Alors qu'est-ce qu'elle serait la solution pour avoir une meilleure défense au milieu du terrain, remise en question de Barassi, on avait évoqué Ficou, donc on a dit oui, en effet, on peut changer les hommes. C'est une chose simple. Alors oui, on en a changé un, Ntamak, et on n'y est pas pour rien parce que c'est quand même un meilleur défenseur que nos deux autres ouvreurs. Mais on a surtout travaillé et on a rajouté un joueur dans la ligne
ligne. Un joueur dans la ligne, on va le voir On va montrer ça tout de en, suite, ouais. en image. Rajouter un joueur en ligne, c'est gagner quasiment 6 mètres d'espace. Et 6 mètres d'espace, eh ben, justement nos connexions, ça nous met plus en confiance et forcément ça renforce notre ligne de défense. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Euh, je me souviens quand j'ai travaillé avec Fabien Galtier que il regardait son mapping de jeu au pied et là il a dû s'apercevoir que les Irlandais dans les 40 mètres adverses, n'utilisait que très peu le jeu au pied. Donc il a fait un tapis, il a dit eh ben, on va solutionner les problèmes par le collectif, par notre organisation et notre stratégie. On va se mettre 14-1. Alors c'est pas tout à fait 14-1, c'est 13,5, On va 1,5 si vous remontrer, ouais. voulez. Voilà, c'est-à-dire que c'est une ligne très dense et l'ailier à l'opposé du jeu, entre guillemets, en garde un peu sous la pédale pour suppléer Thomas Ramos. Alors il faut avoir un Juste mec qui a Jean-Baptiste des... pour expliquer, parce que Vas-y. au cas où, normalement dans ces situations-là, quand elle est dans ces 40 mètres, on va dire, quand elle est à ce niveau-là dans le terrain, l'équipe de France, elle défend avec deux arrières, Ouais. donc Ramos et Tamac, enfin l'ouvreur, qui reculait Ouais. et chacun se partage une partie du fond du terrain. Chacun prend une partie du fond du terrain. Et là, le choix qui a été fait, ça a été donc, c'est pour ça qu'on a entouré Tamac, ça a été de mettre Tamac dans la ligne. Et effectivement, quand je te demandais tout à l'heure ben, quel impact concrètement, ben là on voit que ça permet de combler un espace au large là-bas, d'être plus serré en défense autour du ballon. Ça crée une situation, un premier rideau plus fort. Par contre, le danger, c'est que y a plus de trous sur le troisième rideau et qu'il y a des possibilités au pied. Là, je n'ai pas regardé la capture, mais il y a un moment très tôt dans le match où Prendergast va renverser par un petit coup de pied vers la zone où Ramos n'était pas. Et quelque part, la chance de l'équipe de France a été que les Irlandais n'ont pas vraiment saisi l'occasion de, de, de jouer au pied, d'utiliser ces espaces laissés libres. Bien évidemment, quand tu renforces un côté, en général, t'en dégarnis un autre. Là, le choix a été fait de renforcer le premier rideau parce que l'Irlande tient le ballon, parce que est très serrée, a des joueurs beaux, très proches, un peu à l'image de ce que veulent faire les Français, très proches en attaque, un mec tous les 3 mètres à peu près, c'est fait de beaucoup de passes courtes, de structures très rapprochées, qui sont très difficiles à défendre. Et le pari a été fait de défendre en 14. Alors en effet, il y a eu un coup de pied de Pendergast à la première minute, qui a trouvé un angle où Ramos a été embêté, a dû dégager en catastrophe, qui leur a donné une possession et un ballon de contre-attaque qui nous a mis dans les 16 premières minutes sous pression, et un à la 39e minute, qui leur a apporté 3 points. Mais c'est vrai que, en effet, si ça avait peut-être été un autre joueur, c'est un système quand tu le fais trop haut dans le terrain qui forcément te met en difficulté sur les chasses, sur les jeux au pied d'occupation. Et puis il faut avoir un arrière qui a du gaz parce qu'on a vu Thomas Ramos traverser le terrain de long en large. Derrière, il doit suivre les par-dessus, il doit pas être trop loin non plus, trop haut de sa ligne parce que il doit couvrir le par-dessus, il doit couvrir les angles. Et voilà, il a quand même une aide donc de l'ailier opposé, en général celui qui est le plus loin du ballon, qui tempère un peu le truc et qui vient le couvrir quand vraiment il doit rentrer dans la ligne. Normalement, on n'a pas besoin de lui, mais on a vu que malgré tout, il était rentré quelques fois dans la ligne. Et quand vous voyez l'équipe de France défendre à un moment à 5 mètres de sa ligne, il y a Thomas Ramos en ligne, ils sont là en 15-0. Là encore une fois, il n'y a pas eu il y a pas eu d'autres. Alors c'est beaucoup plus dur à jouer là le jeu au pied, mais il n'y a pas eu, il y a pas eu d'alternance du côté irlandais. Ça a fait qu'on a été beaucoup plus solide et que ces 16 minutes, même si on prend 4-5 pénalités, elles ont eu que de cesse de eux les fatiguer et nous de nous renforcer mentalement. Et en plus de ça, la 19e minute, le premier ballon qu'on a dans leur camp, on plante une bandérie, on marque le premier essai. C'est nous qui passons à 5-0 en ayant fait quasiment 5 passes et eux en ont fait des 40. Et je crois que Cross, au bout de 15 minutes ou 20 minutes, avait Il plaqué avait déjà 10 12 fois. plaquages. Ouais. Voilà. Donc ça pose l'ampleur du chantier et de ce qui a été fait en défense. Et voilà, donc encore Greg une fois, Aldrit, la réponse du staff ouais. est, ouais, la réponse du staff est admirable parce que
Euh, on a vu qu'ils avaient changé de stratégie offensive en Italie. Là, ils changent de stratégie défensive. On devient illisible, qu'on est dur à bosser. J'imagine à la vidéo, ah bah tiens, s'ils se mettent en 15, en 14-1, il faut qu'on joue au pied, mais des fois ils sont en 13-2. C'est pas tout le temps pareil. Et voilà, donc les joueurs y croient et donc on a eu une belle réponse défensive par rapport aux questions qu'on avait sur les deux précédents matchs. En conférence de presse après le match, une question a été posée à Grégory Aldrit sur la défense, notamment celle des 20 premières minutes, et il a dit que le thème de la semaine, c'était d'être connecté. Et on va voir ça à travers un exemple. Mais d'abord, on va revenir sur ce qu'était le problème de l'équipe de France au centre du terrain, avec une action, l'action de l'essai anglais, de la victoire anglaise à Twickenham, où on voit là le trio Moefana, Barassi. Vous voyez l'image, hein? Ouais, Ouais. Ouais, vous voyez le trio Moefana, Barassi, Bielbiaré qui défend, mais qui ne défend pas ensemble. On voit deux joueurs qui ont les épaules tournées vers l'extérieur, Moefana et Bielbiaré, et on voit Barassi qui monte, lui, et du coup, ça crée un intervalle dans lequel Elliot Daly va s'engouffrer et il y aura essai. On va prendre une image du match contre l'Irlande samedi. Alors, c'est la première minute, quasiment, mais c'est un exemple, mais en fait, il y en a eu beaucoup d'autres dans le match montrant la même chose. Là, on voit quatre joueurs, Tamak, Moefana, Barassi et Bielbiaré, complètement connectés et ensemble, dans le même sens. On voit même qu'à travers leurs bras, ils passent des signaux en quelque sorte. Il y a un truc un peu voilà, je pense que même que ce soit par la voix ou par les bras, ils s'indiquent quelle zone ils ont et ils se rassurent les uns avec les autres, ils sont ensemble sur la même ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en face, l'animation que font les Irlandais là ressemble à ce qu'ont fait les Anglais à Twickenham sur cet essai, avec la CN Shaw qui a le ballon, Keenan qui vient à hauteur en course inversée, et l'ailier qui lui va au large dans le dos. Jean-Bas, tu veux dire quelque chose sur cette Non, image? c'est ça que tu as tout dit, hein. On avait parlé de ça Mm. aussi. Quand on est entraîneur, on cherche des connexions et surtout que les mecs fassent les mêmes choses au même moment. Donc c'est un exemple où là, les quatre joueurs ont décidé de contrôler, on appelle ça contrôler, c'est-à-dire Mhm. de décaler sa défense sans trop avancer vers eux, sans trop les presser, en gérant à la fois les passes main-main ou si les joueurs de la première ligne d'attaque verte gagnent le ballon, et s'ils ils passent dans le dos, de décaler et de pousser pour aller contrôler les extérieurs parce qu'on est loin des lignes et qu'on sait que Thomas Ramos va rentrer là-bas après. Mais on a vu d'autres images où sur exactement le même lancement de jeu, c'est-à-dire après un ballon porté, 9-12 des Irlandais, qui arrive lancé avec Encho et le jeu dans le dos pour le 10. Et bien là, les quatre Français, les quatre mêmes ont décidé de fermer. Fermer, ça On veut va le dire on voir. prend chacun le sien, voilà. On va le On voir. monte Alors très ça, fort, c'est un on autre prend chacun le exemple, sien. mais là, c'est en deuxième mi-temps. Et Voilà, là, c'est effectivement c'est même exactement ça. animation. Et en revanche, ils montent ensemble, et Bielbiaré et Moefana. En Voilà. laissant Et d'ailleurs, je te laisse commenter, mais en laissant de l'espace à l'extérieur. Ce que tu disais la semaine dernière c'est enfin, exactement ça. après l'Angleterre et après l'Italie. Voilà. Là, il faut faire un choix. On est proche de nos lignes. Et en général, le meilleur choix, c'est d'aller agresser, d'attaquer la défense, l'attaque, pardon, attaquer l'attaque et de réduire l'espace-temps pour pas qu'ils puissent manipuler le ballon, puisque de toute façon, on est en sous-nombre. Et là, c'est ce qui est fait. Le choix, c'est que tout le monde monte très fort en même temps et on prend chacun le sien. Quitte à laisser deux joueurs pour Thomas Ramos à l'extérieur, on prend le pari que le ballon n'arrivera pas à l'extérieur. Alors des fois, quand tu tombes sur des génies ou des joueurs qui le jouent à la perfection, ça arrive, tu prends l'essai quand même. C'est moins grave quand tu as fait les choses en même temps que quand on a vu les images en Italie ou en Angleterre de un joueur qui contrôle, l'autre qui monte en inversé, etc. Et ça crée beaucoup trop d'espace et pas assez de confort. Et face à des joueurs de très haut niveau, c'est à chaque fois tu récupères dans l'embut. Donc voilà, il y a eu certainement un Là, gros on travail voit, de fait pendant le. Ouais. Là, on voit l'appel de Kinan à l'extérieur parce que Kinan, il est décalé. Il aura juste Ramos qui viendra défendre
sur lui, et il a un soutien, son ailier à sa droite. Il appelle le ballon, sauf que Prendergast, on voit que rien que par la position de ses mains, qu'il n'est pas en mesure en fait Mm. d'allonger une passe vers l'extérieur comme ça. Et la fin de cette action, la suite de cette action, c'est que Prendergast veut faire une passe au joueur, à son ailier qui est placé juste à côté de lui, et parce que à cause de cette pression-là, de la pression défensive des Français, il va rater sa passe, il va faire un mauvais geste, une mauvaise passe, pardon, et le ballon va tomber. Et ça sera une récupération française. Donc en fait, il y a une prise de risque, mais par contre, en faisant les choses ensemble, en faisant des vrais choix radicaux ensemble, et en poussant l'adversaire à lui-même s'interroger, se demander quelle est la meilleure solution, on peut récupérer des ballons. Ouais, ce qu'on a vu Est-ce que dans les 16 premières minutes aussi dans le jeu courant, on a vu Moefana mettre une planche énorme pour casser une attaque irlandaise, et on a vu Biel Biarré, qui pourtant sont pas son grand point fort, hein, de retourner les mecs, accompagner Moefana et Barassi et arriver à prendre l'avant-dernier et se dire bah, tant pis, il y a Thomas Ramos derrière moi, c'est pas grave, je sais qu'on est connecté, faire reculer les mecs sur 10-15 mètres. Et ça, c'est des signaux super intéressants. Et ça a été corrigé en 15 jours parce que ce sont des joueurs de haut niveau, parce que le staff a fait un focus là-dessus, et sans pour autant changer les joueurs, notamment du milieu de terrain. Mais je pense que l'apport de Romain Ntamak et d'un 10 qui est bien plus costaud défensivement rassure le 12, qui rassure le 13, etc. etc. 9 plaquages à 100% hier, Romain Tamac. on va passer au quatrième thème. Vous êtes à peu près dans les temps. Le quatrième thème, la palette d'Aix. Pour 8 revenir sur minutes plus le les arrêts de premier jeu. essai. Plus les arrêts, je suis prêt, t'inquiète pas, je te connais un peu. T'aimes bien gratter les minutes, un peu comme ça. Le premier essai français, avec des Français qui profitent bien des erreurs irlandaises, c'est un moment charnière dans ce match parce qu'il y a vraiment une entame qui avait été compliquée pour l'équipe de France, qui a passé son temps à défendre, 0-0, et bim, essai. Ouais, et en fait, cet essai, il est bizarre parce qu'il y a 2 situations consécutives qui sont un peu surprenantes à ce niveau-là, avec des espaces qui s'ouvrent de manière très simple. Et au stade, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces espaces-là, et alors qu'ils ont été très bien utilisés par les Français? Et du coup, en revoyant l'action, on va rappeler donc à 0-0 à ce moment-là que les Français viennent de prendre pendant un quart d'heure une bonne La marée marée. sur la tête. Et il y a un moment, on est à peu près 18e minute, où il y a un maul, ils ont une touche, les Français, ils construisent un maul, ils temporisent un peu parce qu'ils n'ont pas très bien géré leur possession dans le premier quart d'heure, ils ont parfois rendu trop vite le ballon, avec des mauvais jeux au pied, ou bref. Je passe pour aller plus vite, comme il y a un timer maintenant. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce maul, c'est que c'est ce numéro 4 irlandais, là, McCarthy. À la suite de ce maul-là, donc McCarthy est là, côté gauche. À la suite de ce maul, Dupont va taper en box kick. Ballon qui va être récupéré par les Français, puis perdu au sol par les Irlandais. Et les Irlandais vont choisir immédiatement, depuis leurs 22 mètres, on va le voir là, de dégager leur camp. À nouveau par cet ailier dont j'ai oublié le nom. Depuis tout à l'heure, je galère avec cet ailier blond. En tout cas, on voit là que donc Gibson Park le serre dans l'axe pour renvoyer le jeu vers le camp français. Et on voit le replacement de McCarthy, qui est un peu étonnant dans le sens où il s'est mis au centre du terrain, alors que normalement, dans ces situations-là, on cherche plutôt à avoir des joueurs rapides au centre du terrain. L'ailier irlandais va taper, et là ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas trouver la touche, et on voit que ça met en colère le petit bonhomme jaune en bas là, qui est un membre du staff irlandais, qui écarte les bras pour lui dire mais trouve la touche. Et on va comprendre la suite, c'est qu'en fait là il y a Dupont donc qui récupère le ballon, et il a Ntamak à ses côtés, Ramos au loin qui est en train de redescendre, plus Penaud en haut à droite de l'écran. Et Dupont va transmettre à Tamac, qui va transmettre à Ramos. Et Ramos, il va se retrouver dans une situation qu'il va très très bien lire, puisqu'il va se retrouver en 1 contre 1 face à McCarthy, face à un deuxième ligne. Alors Ramos n'est pas forcément le plus rapide de cette équipe de France. En revanche, il va plus vite qu'un deuxième ligne. C'est aussi un joueur très intelligent, et donc il va partir, il va défier au duel McCarthy. Il va jouer un 2 contre 1.
du coup. Et c'est à ce moment-là que McCarthy, vous vous en souvenez sans doute, va le retenir par le maillot et ça va créer un Mm. carton jaune. Donc c'est un premier tournant dans le match puisque ce carton jaune, c'est une conséquence de cette erreur de replacement. Jean-Baptiste, je sais pas ce que, avant de passer à la suite, je sais pas ce que toi t'en penses de ce moment-là. Qu'est-ce que tu comprends hop là, de cette erreur Ouais, de cette erreur irlandaise? ouais, pour moi, il y a deux grosses erreurs. C'est le placement du centre irlandais qui doit se mettre à l'extérieur de McCarthy et dire à McCarthy, rapproche-toi du ruck. La deuxième, c'est il faut trouver la touche. C'est C'est ce que Osborne, hein, semble dire l'ailier blond. Osborne. Voilà. Merci. C'est ce que semble dire l'entraîneur. Mais malgré tout, même si la touche n'est pas trouvée ou si elle est jouée rapidement, tu dois retrouver en général tes avants au milieu du terrain et tes rapides sur les extérieurs. Et je pense que ça vient tout simplement du fait que pendant 16 minutes, ils nous ont bastonné, mais en fait, ils ont perdu énormément d'énergie, ils n'ont pas scoré. Et le premier ballon sous pression qu'ils ont un petit peu avec un bon jeu au pied, on récupère le ballon, puis on se le fait gratter dans le ruck, mais ils sont un peu désorganisés, ils tapent un peu à la va-vite, alors que d'habitude, ce sont des joueurs très cliniques dans ces zones-là. Et donc on en profite. Alors c'est sûr qu'il en fallait pas moins à Thomas Ramos, qui aime déjà les contre-attaques, de voir que c'était un bien plus grand que lui en face et bien moins mobile. Voilà, il joue parfaitement le coup, un cadrage contournement, pas tout à fait débordement, contournement, il le navigue, il arrive en deux, il sert le 2 contre 1, il veut se reprojeter à hauteur et il se fait retenir par le maillot. Ça amène le carton Une jaune, le faute premier d'ailleurs ballon d'une porté. bêtise assez folle. Et Oui, peut-être on peut oui, lier ils effectivement, comme sont. tu dis, Jean-Bas, au fait il est peut-être dans le dur à ce moment-là, frustré de ne pas avoir marqué. Ouais, il y a un mélange de frustration et de fatigue, hein. 16 minutes à taper dans un mur et à reculer la plupart du temps, même en récupérant quelques pénalités, aller en pénal touche, jouer les pénalités à la main près des lignes et en étant reballé à chaque fois, et ben tu perds de la lucidité, tu as beaucoup de frustration, et puis un joueur s'oublie, puis deux, et puis mauvais geste technique, et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Voilà, ça a débouché sur la première pénale touche du match, et un Voilà. moins forcément. La Vas-y. suite de cette action, c'est ça. C'est donc Tamac qui tape en touche. Et une touche française à environ une dizaine de mètres de la ligne irlandaise. Et là, ce qui est intéressant, c'est le placement de Prendergast. On l'a dit la semaine dernière, il en était à 15 plaquages ratés sur les 3 premiers matchs du tournoi, ce qui est assez colossal pour un ouvreur. Et donc, il y a eu cette envie du staff irlandais de le protéger, notamment dans ces situations-là, où il est placé comme on va dire comme un ailier, dans une zone où, a priori, le jeu ne va pas aller directement vers lui sur le lancement de jeu. Euh, et les Français vont, à partir de cette touche, construire un maul et on va suivre le déplacement de Prendergast. Ce maul, il va partir un peu en crabe, un peu vers la droite. Donc la ligne qu'on voit ici, c'est la ligne des 15 mètres. Donc le ballon, il s'est déplacé d'environ quasiment une dizaine de mètres depuis l'endroit où il a été capté en touche. Le maul s'est déplacé donc vers la droite. Mais Prendergast, lui, il reste dans l'axe de ce maul, ce qui est assez incompréhensible parce qu'il défend finalement à ce moment-là sur personne. Défendre un coup de pied là, je ne vois pas trop le truc. Et on va voir avec ce plan large quelles conséquences ça a. C'est que il est là, il s'est un tout petit peu décalé sur la droite, il a commencé à bouger, mais enfin il y a 17 mètres disponibles, puisqu'il n'y a pas un défenseur sur l'aile droite là. Il y a 17 mètres disponibles pour attaquer pour les Français. Les Français, au départ, ils n'y sont pas dans cette zone-là. En revanche, Tamac et Bielbiarré, voyant cet espace-là, ben, ils vont basculer. Dupont va sortir le ballon au bon moment, porter sur un petit mètre pour faire venir un défenseur à lui. Et avec la vitesse, Prendergast, même s'il va se déplacer un tout petit peu plus vers la droite, ben, il ne peut pas reprendre Bielbiarré. Et ça va faire 5-0. Alors, ça va faire même 7, je crois. Non, 5 parce qu'il n'a pas transformé sur ce coup-là. Alors, quelque part, ce moment-là est un moment important dans le match parce que après un quart d'heure de furia irlandaise, ben, les Français marquent et ça commence ça construit un scénario favorable pour l'équipe de France. Jean-Baptiste, tu veux dire quelque chose sur cette situation-là? Ouais, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible son positionnement, qu'il le protège. Il y a beaucoup d'équipes qui le font, c'est-à-dire qu'ils le mettent dans le côté fermé, mais qu'à 5 mètres de sa ligne, ils défendent dans l'embut comme ça, ça paraît complètement bizarre parce que en se mettant à peu près là où il y a le numéro 17, là, dans cette zone-là,
Il y aurait quand même eu un 3 contre 2, mais ils auraient été beaucoup plus proches de la défense. Mais là, avec le temps de retard qu'il a, il va donc rentrer dans la ligne un peu à l'extérieur de Gibson Park. Et puis Antoine va porter le ballon, il va se fixer sur Ntamak. C'est trop facile. C'est trop simple. C'est vraiment bizarre comme situation. C'est vrai que il est jeune, ce 10, il est maintenu. C'est une chose qui est bien pour eux, pour l'endurcir. Mais il a manque de clairvoyance, pas une très bonne défense. Et puis là, c'est un placement lunaire. Et ce qui est top pour l'équipe de France, c'est qu'après avoir souffert pendant 16 minutes, parce qu'on avait souffert aussi en quart de finale de Coupe du Monde et on a vu des occasions de marquer, mais qu'on n'avait pas mis au bout. Et là, on les met. Voilà, ce qui nous avait été reproché aussi un peu en Angleterre. Là, on les met. Et du coup, comme tu dis, dans la tête des mecs, ça nous gonfle. Eux, ils attendent. Eux, ils viennent une fois, ils font deux passes, même pas une passe. Une contre-attaque, deux passes, pardon, et une passe de Dupont. Là, trois passes, ils arrivent à nous marquer un essai. Et nous, on en a fait 70 et on a pris des timbres toute l'après-midi. Donc ça va être compliqué aujourd'hui de battre l'équipe de France. Voilà, en fait, ce qu'ils se disent à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste, on voit à quel point les erreurs à ce niveau-là peuvent coûter cher, surtout quand elles sont bien lues et bien exploitées, parce que là, les erreurs sont grossières, enfin surtout la deuxième, Ah mais en oui, tout oui, cas, oui, c'est oui. parfaitement lu et très bien exploité. Et ça, c'est être clinique comme ça, ça n'a pas toujours Parce que été le cas de l'équipe de France. là, le mouvement principal de l'équipe de France, c'est de faire 9-12, le 13 à hauteur, le 10 dans le dos avec Bielbiaré qui les zone et d'aller jouer au côté opposé pour marquer. Sauf que Ntamak et Dupont, c'est ça les grands joueurs et les joueurs de ce niveau-là, c'est que la moindre erreur, ils l'aperçoivent et ils se font punir aussitôt. Il n'y avait rien de prévu. Alors, oui, le fait que le ballon porté se décale vers la droite comme ça change un peu la Ça donne. ouvre, Donc, ouais, ça ouvre le et côté, hein. oui, ça ouvre. Donc, ça donne déjà un indice à Romain Ntamak qui a peut-être un coup à jouer, voire à Dupont, il jette un coup d'œil. Ok, mais le placement de Pendergast est complètement lunaire. Ouais. Jean-Baptiste, pour terminer, parce qu'on va terminer, Jean-Baptiste, tu me disais, les Irlandais, ils sont vieillissants, ils sont pas terribles, ils sont nuls même. On va vraiment savoir contre l'Écosse, qui est vraiment une nation redoutable. C'est un peu ça, quoi, cette semaine. Non, non, mais j'ai parlé de la semaine dernière. En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai été toujours dans ma ligne de conduite. Hein. Les Gallois, c'était C'est nul, vrai. c'était un échauffement, c'est très bien. On a crié Mm. au scandale après l'Angleterre. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de positifs, que c'était inexorable à force de louper des occasions. Voilà, alors que je pensais qu'on allait leur enfiler 30 encore à 20 minutes de la fin. L'Italie, c'était rare de mettre 70 points comme ça, et de la façon dont ça a été fait avec le 7-1 et tout, et que l'équipe de France est en train de progresser, et elle progresse. Maintenant, les Écossais, ce ne sont pas des peintres, ils jouent très bien au rugby s'ils ont le ballon. Ils vont nous déplacer, ils ont des très bonnes animations, ils ont Phil Russell qui est capable souvent du meilleur, aussi du pire, mais souvent du meilleur. Et ils ont gardé de l'énergie parce qu'ils ont fait sortir leurs joueurs très tôt dans le match face aux Gallois parce qu'ils avaient une trentaine de points d'avance. Voilà, il ne faudrait pas faire un complexe de supériorité. Et puis après avoir fait entre guillemets, j'aime pas les superlatifs, mais ce chef-d'œuvre, ce match plein dans tous les sens du terme ce week-end, faire un. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on est à l'abri de tout ça, il y a une force collective qui se dégage. Et puis la finale est au Stade de France. Et voilà, pour moi, il y a une classe d'écart entre l'Écosse et la France aujourd'hui. En faveur de la France. Parfait. Bien sûr, évidemment, Jean-Baptiste. Merci, messieurs. C'était excellent encore. Je me suis régalé personnellement. J'ai appris encore plein de choses. Vraiment. Merci. Merci, public. Je vous souhaite Oh, une tu bonne dis ça sur soirée. le terrain On se retrouve. samedi soir. Ah oui, c'est vrai que je suis sur le terrain, punaise. Moi, je vais aller faire un footing pour préparer un peu là. On se retrouve dimanche prochain, au lendemain du match de ce France-Écosse, dernier jour du tournoi Destination. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao à tous. Au revoir.